Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, en cette fin de mois de janvier 2024, nous poserons la question de la stratégie d'investissement en SCPI pour cette nouvelle année, après une année 2023 qui a pu connaître quelques turbulences pour un certain nombre de SCPI. Nous poserons donc la question ouverte de la stratégie SCPI en 2024 à Jérémy Chor, directeur commercial de Prime Alliance, mais aussi de bienprévoir.fr. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui lui sera consacré à la stratégie en ce qui concerne les fonds euros, des fonds euros qui pour certains d'entre eux ont vu des performances peut-être légèrement bonifiées en fin d'année 2023, des fonds euros qui voit l'impact direct ou indirect des hausses de taux de banque centrale dans une stratégie de long terme. Nous nous demanderons donc comment continuer à intégrer ces placements dans la gestion de son patrimoine. Nous traiterons le sujet avec Stéphane Dizers, directeur de Matmut Vie, mais aussi avec Anthony Kelsey, fondateur de Kelsey Patrimoine. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous nous demanderons quelle est la construction de portefeuille à avoir en cette rentrée 2024 du point de vue d'un CGP. Et cette question, nous la poserons à Séverine Flotte de Pouzeul, fondatrice de la financière de l'Aubrac. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, une thématique liée autour des SCPI. Nous allons nous demander ensemble quelle est la stratégie à mettre en œuvre vis-à-vis des SCPI en 2024. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jérémy Chor. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur commercial donc de Prime Alliance et bienprévoir.fr. On avait envie de se poser la question en début d'année de la stratégie d'investissement en SCPI donc pour cette année 2024, puisque médiatiquement, et pas que, 2023 a été une année un peu compliquée pour la classe d'actifs SCPI, mais surtout pour certaines SCPI en particulier quand on regarde un peu plus dans le détail. Est-ce qu'après une année 2023 où on a vu des revalorisations sur un certain nombre de prix de part de SCPI, on change totalement de stratégie sur la classe d'actifs? Est-ce qu'on garde les fondamentaux? Est-ce qu'on se pose d'autres questions en début d'année? Alors déjà, je vous remercie de nuancer un petit peu dans la classe d'actifs de la SCPI. Effectivement, il y a différentes SCPI. C'est comme sur le marché de l'immobilier, il y a différents marchés sur l'immobilier. Sur les SCPI, c'est pareil. Une année un peu chahutée, une vingtaine de SCPI qui ont dû baisser leur prix de part à cause des baisses de valorisation de l'immobilier qui elles-mêmes sont liées à différentes hausses de taux sur les marchés. Bien sûr. Donc on garde finalement la même stratégie que celle qu'on évoque déjà depuis un an maintenant. On continue à investir sur les SCPI parce que c'est un bon véhicule pour chercher des compléments de revenus, pour faire du rendement qui, eux, n'ont pas baissé, devraient même être orienté à la hausse. Et on se dirige vers certaines SCPI. Il faut être très sélectif dans le choix de ces SCPI. On n'investit pas comme ça sur n'importe quelle SCPI. Donc, si je comprends bien, on utilise toujours de la même façon la SCPI dans la gestion de son patrimoine, mais on ne va plus vers les mêmes que début 2023 ou... Alors, oui, c'est vrai que début 2023, il n'y avait pas encore de mouvement de baisse de prix de part qui était annoncé, donc les stratégies étaient peut-être un peu différentes. Maintenant, nous, chez Prime Alliance et bienprévoir.fr, ça fait presque 9 mois qu'on répète à nos clients finalement les mêmes conseils et on choisit ces SCPI selon principalement 3 critères. D'accord. Le premier, c'est le niveau de collecte. C'est très important aujourd'hui d'aller se positionner sur une SCPI qui est en forte capacité de collecte. D'accord. Parce qu'elle a du cash à investir, donc elle est dans une bonne dynamique. Le marché immobilier aujourd'hui offre beaucoup d'opportunités parce que justement les actifs ont été dévalorisés. Donc une société de gestion qui a du cash à investir, elle est en force et elle peut négocier des nouveaux actifs avec des très bons rendements. Le deuxième point, c'est bien sûr la stratégie d'investissement. On a eu
une mode de SCPI thématique arrivée sur le marché il y a quelques années. Il y en a quelques-unes qui fonctionnent encore très bien, mais on revient sur une thématique de SCPI plus diversifiée et plus opportuniste. Aujourd'hui, une société de gestion, et on le voit sur les nouvelles SCPI qui se créent notamment, on est énormément sur des SCPI qui sont tournés sur la diversification en France et à l'étranger. Il y a de plus en plus de SCPI qui investissent aussi à l'étranger parce que là aussi, sur certains marchés, il y a des opportunités à aller chercher. Donc le côté thématique ne marche plus. Pourquoi ? Parce que c'est trop risqué d'avoir tous ces œufs dans le même panier, même si on parle d'immobilier, que ce soit de bureaux, de commerce ou de résidentiel. Alors, je n'ai pas dit ne marche plus, il y en a qui marchent oui, bien sûr, très bien, comme la logistique et la santé par exemple, mais l'hôtellerie aussi se porte bien. Simplement, les clients ont un peu du mal à revenir sur la thématique de l'hôtellerie, à tort à mon avis, parce que les rendements sont bons, les fondamentaux sont bons, les valorisations ont augmenté l'année dernière. On voit que la santé fonctionne encore très très bien. La SCPI, une des plus connues sur la santé, c'est Pierre Val Santé, qui est gérée par Eurial, et une des SCPI qui a le plus collecté, et certainement celle qui aura le plus collecté l'année dernière. La logistique aussi fonctionne très bien. Plusieurs SCPI tournées sur cette thématique-là, en France et à l'étranger maintenant. Mais la façon de gérer aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu plus risqué de se mettre que sur une seule thématique, parce qu'on l'a vu par le passé, quand on est sur une thématique et que cette thématique va mal, bien sûr, le véhicule s'il y a un changement de contexte économique qui a particulièrement d'incidence sur cette thématique, ça a plus, on peut plus effectivement en voir les conséquences. Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point, du coup, donc une SCPI qui collecte, une SCPI diversifiée, et troisième point. Et on regarde beaucoup les rendements, bien sûr. D'accord, évidemment, oui, quand même. Un rendement moyen en 2023 qui devrait sensiblement être le même qu'en 2022, à savoir 4,5 à peu près. Néanmoins, on remarque de très fortes disparités aujourd'hui. Il y a une dizaine d'années, le rendement moyen était à 5% et on avait toutes les SCPI entre 4,5 et 5,5 schématisées. Aujourd'hui, on va avoir un rendement à 4,5 avec des SCPI qui vont servir du 2 et des SCPI qui vont servir plus de 8%. Là, on a les premières annonces qui sont tombées. Alors, étrangement, ce sont les SCPI qui ont les meilleurs rendements qui communiquent en premier. On a des SCPI qui ont annoncé un taux 8,16%. Assez inédit sur la SCPI de rendement. On a plusieurs SCPI qui vont être situés entre 7 et 8 et de très nombreuses SCPI à plus de 6%. Donc, on voit que vraiment, il y a un marché à deux vitesses. Et ça, c'est en lien avec les nouvelles acquisitions de SCPI qui collectent, ou c'est sur les actifs passés ou ont déjà acheté Non, ce qu'on constate, c'est que toutes les de nombreuses SCPI qui ont une capitalisation importante, beaucoup d'immobilier embarqué, ont plus de mal à augmenter leur rendement parce que forcément elles ont tout un stock qui ne rapporte pas autant. Ces rendements qu'on observe aujourd'hui qui sont très élevés, c'est sur la nouvelle collecte. Parce qu'aujourd'hui on achète sur des rendements supérieurs à 7, à 8, à 9%, parfois supérieurs à 10%. Donc ça permet de distribuer aux associés. Parce qu'on achète l'actif moins cher et que derrière, par contre, les loyers, eux, ne bougent pas. Donc mécaniquement, c'est le rendement qui augmente. Exactement. On achète moins cher. Il y a des décotes parfois sur certains marchés à moins 30, moins 40% par rapport à il y a un an ou par rapport à 18 mois. Et donc mécaniquement, ça fait augmenter le taux de rendement qui sera servi ensuite à l'associé. 2023, Jérémy Chor, c'était l'année des hausses de taux des banques centrales qui a eu une incidence sur toutes les classes d'actifs. 2024 sera peut-être l'année des baisses de taux des banques centrales. C'est en tout cas ce dont sont convaincus beaucoup d'experts sur les marchés financiers. Est-ce que cela peut avoir une incidence sur une stratégie SCPI ? Oui, bien sûr, puisque ce sont ces différentes hausses qui ont engendrer ces baisses sur les valorisations des actifs. Donc aujourd'hui, alors je ne sais pas si les taux vont baisser, on remarque une légère baisse aujourd'hui, en espérant bien sûr que ça stabilise, mais déjà il n'y a plus de hausse, ça s'est stabilisé. Et donc ça rassure un petit peu finalement les épargnants. On voit un peu plus maintenant où on va, et donc on remarque qu'il y a un peu plus d'intérêt aujourd'hui pour la classe d'actifs de l'immobilier de nouveau, parce que c'est sûr que quand les taux baissent, ça encourage davantage les investisseurs à revenir sur ce marché. Dernière question, vous parliez de SCPI qui collectent. On parle de nouvelles SCPI systématiquement, ou on peut avoir des SCPI historiques qui continuent à afficher des forts taux de collecte aujourd'hui ? Alors, il y a les deux. SCPI historiques, ce ne sont pas celles qui collectent le plus. Néanmoins, des SCPI qui ont une douzaine d'années qui collectent beaucoup, il y en a. Je pense aux SCPI de Corum, par exemple, Corum Origine, mais on a aussi Épargne Pierre, par exemple, de Atlante Voisin. On a Pierre Val Santé qui collecte beaucoup aussi. Et on a des nouvelles SCPI qui collectent aussi, comme Hirocom,
Iroko, par exemple, Irokozen ou Remake Live. Donc on a les deux. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'elles sont jeunes ou parce qu'elles sont vieilles, parce qu'elles sont petites ou parce qu'elles sont grosses, qu'elles sont bonnes ou pas bonnes. C'est vraiment, il faut regarder au cas par cas. Et il y a certaines SCPI qui tirent très bien leur épingle du jeu, malgré leur âge parfois. Et il y a des nouvelles SCPI qui n'arrivent pas non plus à entraîner les épargnants et donc à collecter beaucoup. Moralité, regardez de près, mais continuez à regarder la classe d'actifs SCPI. C'est ce qu'il faut comprendre, Jérémy Chor. Si on a besoin de compléments de revenus, de se constituer un patrimoine, et on peut le faire à travers l'immobilier, évidemment, les SCPI répondent bien à ces objectifs-là. Merci beaucoup, Jérémy Chor, directeur commercial de Prime Alliance et bienprévoir.fr. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons donc avec Enjeu Patrimoine. Une question aujourd'hui, quelle stratégie sur les fonds euros en ce début d'année 2024, après une année 2023 qui a été marquée donc par les hausses de taux pratiquées par les banques centrales, une année 2024 où l'on s'attend à ce qu'il y ait des baisses de taux pratiquées par ces mêmes banques centrales et des assureurs, des épargnants qui se posent la question sur effectivement la manière d'intégrer ce fonds euro dans leur gestion de patrimoine, et de l'autre côté des assureurs qui ont des objectifs de collecte peut-être pour continuer à délivrer de la performance. Comment aborder le fonds euro en ce début d'année 2024? Nous allons en parler avec Anthony Kelsey. Tout d'abord, bonjour Anthony Kelsey. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondateur de Kelsey Patrimoine. Vous allez pouvoir nous expliquer comment, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on intègre et on prend en compte le fonds euro dans sa stratégie. Mais nous allons en parler également avec Stéphane Dizers. Bonjour Stéphane Dizers. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de Matmut Vie. Donc vous êtes la personne la mieux placée pour nous dire quelle est la stratégie effectivement en matière de fonds euros sur des contrats d'assurance vie. Alors on peut peut-être commencer avec vous Stéphane Dizers et ensuite on élargira avec Anthony Kelsey. On a l'impression qu'il y a une sorte de course à la collecte au sein des assureurs, puisque on a des fonds euros qui délivrent des performances aujourd'hui en lien avec des achats qui ont été réalisés il y a quelques années. À l'époque où les taux étaient plutôt bas. Aujourd'hui, les taux sont plutôt élevés. Et si on veut continuer à servir de la performance pour les clients demain avec ce momentum de marché, il faut réussir à acheter suffisamment aujourd'hui, à collecter suffisamment aujourd'hui. Ça, il faut le faire comprendre aux épargnants aussi. Et pour cela, on est prêt à offrir un peu plus de rendement ou en tout cas s'aligner sur d'autres classes d'actifs. Exactement. Alors, c'est exactement ça. On peut reprendre petit historique rapide. Bien sûr, bien sûr. C'est de dire qu'effectivement, même côté réglementation et côté autorité de contrôle, en 2014, c'était Althofer a distribué des taux élevés, mettait des réserves de côté. 2022, changement complet de paradigme, puisque économiquement, après des taux très bas, voire des taux négatifs, on retrouve des taux très hauts. Et là, l'autorité de contrôle nous dit qu'il est temps de redistribuer, effectivement, pour faire face à trois choses. Pour faire face à la concurrence, parce que certains assureurs, effectivement, ont tapé fort ou très fort. Bien sûr. Pour faire face à d'autres produits. On pense là au livret A assez facilement, qui bien est sûr, 3%, oui. Et qui sur certains, les banques assureurs, typiquement, c'est presque de la concurrence interne. Et puis pour faire face, surtout et encore, à un risque aussi pour l'assureur de rachat, puisque ce que vous disiez, on a acheté des obligations à une époque, qui étaient des obligations qui étaient plutôt basses. Avec l'envolée des taux, le prix des obligations baisse. Bien sûr. Mécanique, oui. Les taux montent, les obligations baissent. Donc c'est pas le moment pour les assureurs de décollecter. Donc effectivement, c'est là où l'autorité de contrôle joue son rôle et dit augmenter les taux. Donc, il y a eu un mouvement... Augmenter les taux de rendement des fonds euros. Oui. Exactement, pour éviter la décollecte qu'on connaît depuis quelques années, stopper cette décollecte, voire en profiter effectivement pour inciter à nouveau à placer un peu d'argent sur ces fonds euros, bien sûr, pour que les assureurs puissent maintenant acheter des obligations qui sont beaucoup plus sympathiques en termes de rendement, qui rapportent, et reluer le portefeuille existant, ce qui est bénéfique pour tout le monde, y compris et surtout pour les personnes qui ont déjà des contrats en cours. Donc deux enjeux. Limiter la décollecte et collecter pour ensuite aller, entre guillemets, étirer le plus possible la performance qui est offerte par les obligations d'état aujourd'hui. Et c'est ça, reprendre des obligations, l'obligation française aujourd'hui est à 2,75, je crois, quelque chose comme ça. Effectivement, il y a des obligations d'entreprise qui sont très bien notées, où on peut aller chercher de la performance encore plus significative avec un risque qui est limité. Donc côté assureur,
c'est très intéressant de pouvoir engranger ces obligations à du 3, 4, 5% pour reluer un portefeuille qui ne servait plus aujourd'hui que du 1,50 ou 2. Enfin, voilà, on était à peu près tous là. Et est-ce que si on fait un calcul simpliste, on se dit si les taux des banques centrales baissent cette année, mécaniquement les obligations qui auront été achetées en début d'année verront en plus leur valeur augmenter ou... Oui, il y aura des plus-values latentes, mais qui ne seront pas forcément prises, puisque pour le coup, les assureurs ont tout intérêt à garder des coupons qui vont leur apporter pendant 8-10 ans du 4-5% si les taux directeurs baissaient. C'est ce qui s'était passé les années antérieures et qui nous a permis de faire face. Et justement, vous anticipez ma question que je vais vous poser à tous les deux. On continue avec vous, Stéphane Diezers. Aujourd'hui, le fonds euro, ça rapporte quoi, 4-5% Oui. Le taux moyen qui est attendu, c'était plutôt de l'ordre de 2,5. C'est révisé. Le taux moyen, il sera à 2,6 à peu près de ce qu'on en voit aujourd'hui. Effectivement, on avait anticipé, nous, un peu de deux mondes, le monde des 3% et moins, et le monde des 3% et plus. Voilà. Donc, avec les bons et mauvais élèves, et cette obligation un peu de se dévoiler cette année pour les assureurs. Bien sûr. Alors, pour ceux qui le pouvaient, parce qu'il y a ce mécanisme de réserve qui avait été mis en place. Donc, soit on avait des réserves, on pouvait les piocher dedans, soit on avait des plus-values dans des actifs, sur des actions qu'on pouvait matérialiser pour augmenter le revenu financier, donc la provision, donc ce qu'on pouvait distribuer. Il y a surtout un choix politique à un moment, c'est-à-dire que tout le monde a une provision pour participation aux bénéfices, et après on décide dedans ce qu'on donne ou ce qu'on ne donne pas aux assurés, jusqu'où on va piocher ou pas dans les réserves. Et le cut aujourd'hui il est plutôt à 3%. D'accord. Après, avec le jeu des bonus, oui, c'est ça. Alors, si on vise autre chose que le fonds euro et qu'on élargit en termes de contrat, là pour le coup, sur un contrat qui est multi-support où je peux mettre de l'euro, des unités de compte, etc. Parce qu'effectivement, souvent, ces bonus sont quand même assortis de conditions, de pourcentage du seuil minimum ou de choses comme ça, qui permettent effectivement de doper le rendement encore un peu plus, d'avoir un plus 1 et dans ces cas-là de monter sur du 4. Artificiellement, donc 4, 4,5, mais artificiellement avec un geste commercial quelque part. Exactement, qui n'est pas la performance pure du fonds. Mais que j'imagine on prend en compte, Anthony Calci, quand on fait de la stratégie globale de gestion de patrimoine à fin 2023 ou début 2024 pour les clients. Déjà, première question, alors quand on vient voir un conseiller en gestion de patrimoine, on ne vient pas que pour du fonds euro, on est capable de le faire tout seul quelque part. Pour autant, quand on établit une stratégie globale en gestion de patrimoine, j'imagine qu'on intègre quand même cet actif-là. Aujourd'hui, est-ce que dans un contexte de hausse des taux, de questionnement peut-être sur la performance des différentes classes d'actifs, le fonds euro revient dans les discussions ou pas du tout ? Ah oui, complètement. Aujourd'hui, même quand on vient nous voir avec un espoir d'avoir de la valeur ajoutée, aujourd'hui on pense que le fonds euro a ce qui a le meilleur rapport rendement-risque sur le marché. Et c'est vrai ça ou pas ? Ah oui, c'est totalement vrai. Vous avez du 4% sans risque. Donc l'inflation va être attendue à 3%, 2%. Donc vous avez du sans risque liquide supérieur au taux d'inflation. En sachant que les actifs risqués, donc si vous prenez le S&P 500 entre 8 et 10%, donc ce qu'il y a de mieux, va payer 8 à 10%, et vous avez un actif sans risque qui peut aller jusqu'à 5% bien sûr. avec les jets des bonus. Et sans perte d'argent en face à l'inflation, contrairement à d'autres types d'investissements comme le livret A par exemple, enfin placement comme le livret A. Oui, on met des sommes très importantes, on peut l'avoir, on peut retirer, on n'est pas bloqué. Donc le fonds euro aujourd'hui est le meilleur placement sans risque, même le meilleur placement rendement risque. D'accord, oui. Ça c'est clair. Donc on en profite un maximum. Alors évidemment, quand on vient nous voir, on connaît la gamme des assureurs et les différentes offres. Alors celui-ci est un peu meilleur pour ses conditions, celui-là est un peu meilleur si on met des unités de compte. Et en fonction de si on a des liquidités, on choisit les contrats ou on reverse sur les contrats existants. Parce que le sujet aujourd'hui, c'est... Entre guillemets, on vous propose un fonds euro, mais si vous venez aussi chez nous pour potentiellement un fonds unité de compte, on met un petit bonus sur le fonds euro, c'est ça ? Et c'est comme ça qu'on fait la différence et qu'on va chercher ces rendements encore plus élevés que le rendement même au sein du fonds euro ? Exactement. En fait, il y a deux grands types de bonus. Il y a le bonus sur versement. Donc, je verse aujourd'hui, je reçois la moyenne, c'est à peu près 1,5 de plus
que le taux de base. D'accord. Donc, si on est à 2,5, on peut monter à 4%. Et après, il peut y avoir un bonus sur le pourcentage d'unités de compte qui est plutôt sur le stock, ce qu'on appelle, et qui va augmenter. Alors, 150%, 200% sur le base. On mélange tout ça et on peut arriver sur les meilleures offres à 5% avec les unités de compte. Mais même sans unités de compte, aujourd'hui, on a des offres à plus de 4%. D'accord. Donc pur 100% fonds euros. Si vous versez maintenant, si vous avez déjà du stock, c'est différent. Il faut avoir les bonus sur des unités de compte. Et là, alors, dans un contexte de potentielle baisse de taux pratiquée par les banques centrales. Je dis potentiel parce que tout le monde a l'air d'être d'accord sur le fait que ça va arriver, mais personne ne sait exactement quand ça arrivera. Est-ce que ça a un impact sur les offres en question ? Est-ce que c'est, entre guillemets, un moment très précis de marché en ce début d'année 2024 et que dans le prochain trimestre, on se rendra compte que les conditions sur le fonds euro sont complètement différentes ? Il y a sans aucun doute un momentum de marché, puisque même Christine Lagarde a fini par le lâcher. À partir de juin, il va y avoir des baisses de taux. Elle ne voulait pas le dire pour pas qu'il y ait d'anticipation. Bien sûr. La Fed l'a déjà acté. Donc oui, il va y avoir une grande chance d'avoir une baisse de taux. Donc oui, il faut acter ses offres maintenant. Et s'il n'y a pas de baisse de taux, c'est mon avis personnel, il va y avoir une grave récession parce que l'économie va aller au tapis avec des niveaux de taux pareils. Donc dans les deux cas, il vaut mieux prendre le fonds euro à capital garanti pour protéger son patrimoine et capter ses taux et protéger son patrimoine. Donc on y gagne deux fois encore une fois. Donc tout nouveau client chez Kelsey Patrimoine ou chez d'autres conseillers en gestion de patrimoine doit être équipé d'un fonds euro, si je comprends bien. Si on a des liquidités aujourd'hui, qu'on ne veut pas prendre de risque, on veut avoir le meilleur rendement risque, le fonds euro est ce qu'il y a de mieux. Si vous attendez, peut-être quand les taux vont baisser, il faudra revenir sur l'immobilier, la classe d'actifs des 10 dernières années, qui va sans doute souffrir encore un an ou deux, et il pourrait y avoir un point bas si les taux baissent. Pourrait y avoir un effet de vase communicant entre fonds euro et immobilier, effectivement, quand les taux baisseront, c'est ce que vous nous dites ? Oui, bien sûr, parce que quand les taux étaient à zéro, on était très content d'avoir du 4% de rendement sur l'immobilier. Donc si on revient sur des taux bas, on sera de nouveau content d'avoir du rendement sur l'immobilier. Mais le problème avec l'immobilier, c'est qu'il y a un temps de latence pour que ça baisse au moment où il y a la hausse des taux. Et ce sera sans doute la même chose, c'est-à-dire que quand les taux vont baisser, il faudra attendre 1 an, 2 ans avant que ça remonte. Mais il faudra y revenir. Si par contre les taux restent relativement élevés, on sera entre les taux obligataires et l'immobilier, on verra. Stéphane Diezers, même question, alors sans dévoiler peut-être la stratégie de Matt Mudvie, mais est-ce qu'on est sur un moment précis d'opportunité sur les fonds euros ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça dure quand même dans le temps ? Les deux. Oui, d'accord, ok. C'est pas parce que Matmut est normand que c'est les deux, mais les deux quand même. Pourquoi ? Alors, c'est assez rigolo, parce que le taux des fonds euros redevient un sujet presse, bien sûr. qui n'était plus il y a quelques années. C'est-à-dire qu'à un moment, les taux des fonds euros, tout le monde s'en fichait, puisque de toute façon, tous les assureurs voulaient faire des unités de compte. Donc, on n'avait plus de sujet à ce niveau-là. Maintenant que les fonds euros sont redevenus attractifs, effectivement, tout le monde s'intéresse au taux de rendement, à comment ça marche, etc. et combien ça peut rapporter. Alors, sur le momentum, je rejoins ce que disait Anthony tout à l'heure, il y a effectivement les offres bonus, elles prendront fin au moment où les obligations vont diminuer. Ça veut dire, quand le taux de rendement des obligations va diminuer, les offres à 4% vont disparaître, puisque les assureurs pourront plus acheter des obligations à 4% à mettre en face des taux de rendement à 4%, donc ça ne marchera plus. Mais on est là sur des offres qui concernent des versements, du one-shot, sur des liquidités, ce que vous disiez tout à l'heure, et pas sur l'ensemble du placement. Moi, je continue à penser que chaque classe d'actifs, il y a en face une liquidité, un moment à avoir, etc. Et que l'assurance vie, il faut quand même le voir encore comme du long terme. Bien sûr. Et pas forcément comme des placements d'opportunités, même si j'entends, quelqu'un qui a aujourd'hui des liquidités, tant mieux, qu'il en profite. Mais pour autant, on ne parle pas forcément de réorientation de patrimoine ou de ce genre de choses. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, dans les années à venir, ces taux hauts vont pouvoir perdurer un petit peu. C'est-à-dire que les taux de l'année prochaine, on sait que le livret il va être à 3% toute l'année. Là. Les assureurs ne vont pas pouvoir faire un effet yo-yo, avoir servi 3% cette année par exemple, et redescendre à 2% l'année prochaine. Ce serait tellement déceptif. Même dans un cas de baisse rapide de taux même des banques dans un centrales cas de baisse rapide, parce que là en ce moment il y a des nettoyages de portefeuille qui sont faits, on rachète des obligations qui sont plus sympathiques, on essaye de capter effectivement là maintenant de l'argent pour réinvestir. On a certains en tout cas, ont des réserves de quoi faire face à ce moment-là un petit peu bizarre qu'on est en train de vivre.
Et cette politique de taux haut, c'est pour la plupart des assureurs pas du one-shot. On n'a pas servi one-shot, un taux fort, pour s'arrêter dès l'année prochaine. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là. Merci Stéphane Dizers, directeur de Matmut-Vie. Merci Anthony Kelsey, fondateur de Kelsey Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous finissons donc cette émission avec l'œil du CGP. Nous allons nous demander ensemble quelle est la construction de portefeuille idéale en ce début d'année 2024. Une question que nous allons poser à Séverine Flotte de Pouzeul. Bonjour Séverine Flotte de Pouzeul. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Vous êtes la fondatrice de la financière de l'Aubrac. Alors si on doit créer de toutes pièces une construction de portefeuille en ce début d'année 2024, quelle est la méthodologie qu'on met en place ? Voilà, la méthodologie. Alors moi, merci, lourde tâche que de répondre à cette vaste question de prospective. Moi, vous m'interrogez aujourd'hui, Nicolas, en tant que conseiller en gestion de patrimoine et non pas en tant qu'asset manager. Donc je me permettrai dans un premier temps, de rappeler quelques règles de base. Lorsque l'on reçoit nos clients dans un cabinet, donc on est vraiment sur la gestion de patrimoine dite de long terme. Bien sûr. Donc on n'est pas sur du trading. Il y a pas mal de paramètres et de méthodes à prendre en compte, notamment le profil du client. Et il faut bien insister et bien se mettre d'accord. Le profil du client, c'est quoi ? C'est son âge, ce qu'il a déjà par ailleurs dans une banque ou chez des confrères en termes de stock, qu'est-ce qu'il attend en termes de flux et à quel horizon. Il y a également aujourd'hui, on en parle beaucoup sur votre plateau ailleurs, les données extra-financières en termes de durabilité financière. Tout ça nous aide à définir vraiment ce que souhaite le client à court, moyen, long terme. Bien sûr. Une fois que nous avons ces éléments plutôt stratégiques, on va dire, on va passer aux tactiques. Comme on parle vraiment, on va dire ici d'assurance vie, par exemple d'un portefeuille d'assurance vie, le tactique c'est quoi ? C'est d'abord définir les classes d'actifs. Puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de chance, on n'est plus sur des monosupports comme les années 80, mais les contrats dits multisupports. Bien sûr, oui. Donc je dois dire que ça apparaît très ancien, ces contrats-là, peut-être un peu poussiéreux pour certains, je le répète à chaque rendez-vous, mais aujourd'hui, ils sont d'un dynamisme et nous permettent à nous, en tant que gestionnaires, de faire énormément de choses de façon très plaisante. Vous avez du fonds euro, on en parle beaucoup ces temps-ci. Bien sûr, oui. De par des rendements tout à fait sympathiques, aux alentours de 3, j'ai cru entendre. Voire même plus parfois. Voire même plus parfois. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour cette année en tout cas. Donc il y a le fonds euro capital garanti avec des rendements donc devenus sympathiques. Ça, c'est une première classe d'actifs. Il y a également les actions, bien sûr, connues. Il y a les obligations. Ça aussi, on en parle assez régulièrement. Bien sûr, oui. Il y a maintenant le private equity. Bon, voilà, on a compris qu'on avait beaucoup d'outils à manipuler pour finalement essayer d'avoir une performance, parce que le client, qu'est-ce qu'il cherche au bout du compte ? C'est d'avoir une performance qui lui permet de mieux vivre finalement. Et alors, justement, toutes ces classes d'actifs, sur le côté tactique, est-ce qu'on les... Évidemment, j'imagine que les pondérations sont différentes en fonction de des profils de clients, mais est-ce qu'il y a quand même des tendances de début d'année où on se dit ça, il faut absolument que ce soit dans un portefeuille, ou ça, au contraire, c'est vraiment optionnel ? Non, c'est pas du tout une option en ce début d'année, mais un peu comme tout le temps. Enfin, on reçoit des clients pratiquement toutes les semaines, on doit faire de l'allocation de portefeuille. Pour répondre à votre question, effectivement, en ce début d'année, puisque c'était bien ça la question, déjà, il faut remettre du fonds euro, je crois. D'accord. On l'a bien compris. Okay, remettre du fonds euro, qui est une poche de cash à capital garanti, qui aujourd'hui rémunère plus finalement que les livrets. Au moins pendant un an, et je peux comprendre que les assureurs on avait des réserves qui nous permettaient d'être assez sereins encore sur 2024-2025. Bon, capital garanti à 4%, ça c'est une poche 30-40%, encore une fois en fonction du profil. Après, les obligations, vous en avez aussi beaucoup parlé. On a des taux historiquement hauts avec des coupons entre 5 et 6, avec un degré de risque moins élevé que les actions. Donc c'est le moment où jamais. D'accord. On commence à parler de la baisse des taux. Christine Lagarde l'a dit, Powell aussi, etc. Bon, 3 mois, 6 mois, on ne sait pas trop quand, mais ça va finir par arriver. Et si jamais ça n'arrivait pas, bien écoutez, on aura un petit sujet, mais c'est pas très grave. Quand on est sur des fonds obligataires datés, on va chercher du coupon. Donc ça, effectivement, on en met aussi pas mal. On n'en mettait plus du tout, Oui, bien sûr, c'est revenu très vite. Enfin, voilà, c'est pas l'effet de mode. C'est les taux. Alors, les taux nous desservent quand on doit emprunter de l'argent parce que c'est cher. Bon, en revanche, quand on achète des obligations, on est très content d'avoir des coupons obligataires. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est une chose aussi. Ensuite, là où se pose plus la question, ce sont les actions. On y va ou on n'y va pas ? Et si on y va pour combien ? Et on va où surtout ? Donc ça n'échappe à personne, c'est une année d'élections tous azimuts, les États-Unis en novembre, il y a aussi l'Inde qui est un grand pays du monde, voilà, plein d'autres, je me passerai bien d'une énumération sur le sujet, mais bien sûr, ouais. je crois qu'il y a plus de la moitié de la planète qui va voter en 2024. Donc d'un point de vue géopolitique, c'est un petit peu anxiogène. En revanche,
Les actions aujourd'hui, il y a quand même des classes d'actifs. On voit qu'on est sur des niveaux historiques très hauts, notamment du CAC 40. Ces derniers jours, on a vu qu'il y avait les résultats du luxe, des valeurs du luxe, qui représentent finalement 60% du poids du CAC 40. Donc on a fait une séance à +2. C'est quand même incroyable. Donc ça prouve bien qu'il y a des secteurs qui vont bien. Mais aujourd'hui, notre valeur ajoutée en tant que conseiller en gestion de patrimoine, c'est cette sélection des thématiques. Une fois qu'on a nos classes d'actifs, il faut aller chercher nos thématiques. En action aujourd'hui... On finira là-dessus, Séverine Flotte de Pouzel. Voilà, je pense que les États-Unis, toujours, Biden a dit plus de 3% pour cette récession, plus de 3%. Ils ont une autonomie, de l'armée, ils ont une autonomie énergétique, et ils ont de la croissance et des gains de productivité. Donc l'US, oui, toujours, et les pays d'Asie du Sud-Est, parce qu'il y a de la croissance démographique et des gains de productivité. Merci beaucoup, Séverine Flotte de Pouzel. Je rappelle que vous êtes fondatrice de la financière de l'Aubrac. Merci, et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.